Christophe Miette, émotion, les gens sont choqués. Qu'est-ce que vous avez envie finalement de leur dire? Est-ce que vous n'avez pas envie de leur dire bienvenue dans un monde qui nous est familier depuis un moment? Je n'irai pas jusqu'à là, mais c'est vrai que les victimes collatérales tombent mois après mois. On a eu des jeunes filles dans le sud, on a eu un petit garçon de 10 ans au niveau de Nîmes. Là, c'est un enfant de 5 ans qui tombe. Le narcotrafic fait des morts. Le narcotrafic tue plus que le terrorisme. C'est une réalité. Les collègues sont là sur le terrain, mais il y a encore beaucoup à faire et être présent pour essayer d'endiguer ce phénomène dramatique. Est-ce que vous avez le sentiment que les pouvoirs publics, et ça date pas d'hier, ont pris la mesure de l'importance de ce narcotrafic et de sa puissance dévastatrice? Depuis le temps que ça dure, quand c'était uniquement localisé sur certaines villes, Grenoble, Marseille, pour ne citer qu'elles, c'est vrai qu'on s'est habitué à la marseillisation du trafic de drogue, avec les homicides. On s'est habitué, c'est devenu une banalisation pour certaines villes. Maintenant que ce narcotrafic touche l'intégralité du territoire français, fait des victimes collatérales, c'est un véritable problème. Depuis des années, comme vous le rappelez, il est vrai que les politiques prennent le problème à bras le corps, de façon verbale. Maintenant, il faut des actes concrets. Il faut se mettre autour d'une table pour pouvoir discuter. Il faut plus de moyens pour la justice, plus de moyens pour la police et essayer de trouver des solutions pour endiguer ces phénomènes. Alors, si on dans la question est cette fois adressée à vous, Monsieur Miette, est-ce que ce serait une bonne chose? C'est quelque chose que vous appelez aussi de vos vœux, cette création d'un parquet dédié au narcotrafic? Oui, entre autres, un rapport avait été fait par un sénateur PS, me semble-t-il, Jérôme Durin, qui a été rendu en début d'année, qui pointait le narcotrafic et qui faisait déjà référence à ce parquet national. Oui, c'est une bonne chose pour lutter contre les trafics de stupéfiants. Pourquoi c'est une bonne chose? En quoi c'est plus efficace? Il faut bien voir que le trafic de stupéfiants ne s'arrête pas à la consommation de cannabis. Oui. Le trafic de stupéfiants touche l'héroïne, la cocaïne, mais engendre aussi des trafics d'armes, dramatiques, ce qu'on peut voir, de la prostitution, de la traite des êtres humains. C'est tout un monde à part, avec des règles à part. Donc oui, ça serait utile d'avoir un parquet national dédié à ce phénomène, puisque également, avec le trafic de stupéfiants, on parle de tout ce qui est blanchiment d'argent, mais aussi de corruption. C'est quelque chose qui est très présent. C'est tout un faisceau d'infractions, de crimes et délits qui permettrait de mieux combattre le trafic de stupéfiants dans son ensemble. Est-ce que vous avez le sentiment aussi que, parce que vous nous expliquez en fait que tout est lié, il y a le trafic de stupéfiants, la prostitution, le trafic d'armes et encore sans doute d'autres choses. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faudrait aussi faire évoluer le droit? C'est-à-dire que dans certaines affaires, il y a des procédures qui parfois empêchent ou ralentissent le travail de la police? Tout ce qui peut permettre de lutter efficacement et qui peut simplifier le travail de mes collègues doit être fait pour la tranquillité vous pensez des à des citoyens. Choses concrètes? Oui, concrètement. Par exemple. Simplifier tout ce qui est procédure de saisie scellée de véhicules, notamment de biens ou d'argent, de l'entourage des dealers qui utilisent des prête-noms ou autres pour acheter des fonds de commerce, pour acheter des véhicules de luxe ou investir à l'étranger. S'attaquer également au niveau à l'international avec des puissances qui ouvertement trafiquent et engendrent de la drogue sur leur pays et nous livrent à coups de tonnes de la drogue. Il faut s'attaquer à ça. Il faut s'attaquer aussi aux financiers et prendre des accords au niveau international, parce que seule la France dans son domaine ne pourra rien faire. C'est au niveau européen qu'il faut agir avec une force européenne et des accords internationaux. Pourtant, ça ne vous étonnera pas. Moi, vous écoutant, mais je vais vous donner la parole, Monsieur Miette, je pense à ce qui s'était passé il y a une trentaine d'années aux Pays-Bas. Il y avait une légalisation avec les coffee shops, et puis un jour, ils se sont aperçus que en arrière-boutique des coffee shops, il n'y avait pas que du cannabis, mais il y avait aussi de la poudre blanche. Voilà, bon. Vous disiez en écoutant Madame Auriol que vous faisiez ce geste-là, c'est un tout, c'est un tout, c'est un tout. Non, c'est un tout. Il manque plus que de dire que le trafic, la légalisation va résoudre le problème du déficit national et la boucle est bouclée. La problématique, c'est le trafic de stupéfiants est un tout. Le cannabis, j'allais dire festif, je n'y crois absolument pas.
Pour rappel, le 21 mai 2023, on a 3 collègues qui sont pris un véhicule de plein fouet à Roubaix. Le conducteur était sous cannabis, sous l'emprise de stupéfiants. Maintenant, il est vrai qu'on est un pays grand consommateur de cannabis. Vous avez 45% des Français qui sont favorables à la légalisation. Personnellement, la légalisation, non. La dépénalisation, pourquoi pas dans certains cas et sous certaines conditions, mais assorti aussi de restrictions pour les conducteurs, parce qu'elle expliquer demain que vous légalisez le cannabis, comment expliquer à des parents sur une sortie scolaire que le chauffeur de bus qui a tué toute une classe était sous stupéfiant. Légalisation, dépénalisation, on rappelle la différence parce qu'elle est relativement subtile. La légalisation, c'est tout le monde a droit. Tout le monde a droit. La dépénalisation, ce n'est pas légal, mais c'est astreint à certaines conditions. Très bien. Le tabac est une drogue légale, je mets tout entre guillemets. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des morts avec la contrebande de tabac. Donc c'est un faux débat sur ce pan-là. Et ensuite, la drogue est une addiction, tout comme le tabac ou l'alcool. Il faut le rappeler aussi, c'est un problème de santé publique. Oui, c'est pas en légalisant un produit, ça va tout régler de façon miraculeuse. Vous pouvez, comme ça a été évoqué tout à l'heure, la peur aussi de taper au portefeuille avec des saisies systématiques pour faire de la prévention. C'est aussi en amont travailler sur les différents points d'entrée, sur les grands ports européens et français qui sont connus, ou à l'heure actuelle c'est des passoires. C'est aussi sécuriser quand vous avez des condamnés pour trafic de stupéfiants. Actuellement les prisons sont des écoles du crime et les individus continuent à passer ou à commanditer des homicides via la prison. C'est tout un environnement à sécuriser, faire du préventif pour essayer de freiner ce phénomène. Et on parle beaucoup aussi de prévention. Ça, c'est la question de JP qui, lui, s'interroge. Il se demande, ne pourrait-on pas mettre aussi en opposition les valeurs récréatives du cannabis et les conséquences psychologiques et judiciaires auxquelles chaque jeune pourrait être confronté dans des campagnes médiatiques? C'est vrai, est-ce que les campagnes médiatiques, on ne met pas assez peut-être en opposition les risques judiciaires, psychologiques? On ne parle pas assez des conséquences que peuvent avoir cette drogue. Il y a des années, si vous voulez, la drogue, c'était stop la drogue n'est pas bien. Vous aviez des personnalités qui se mettaient en avant pour prévenir la jeunesse. À l'heure actuelle, vous ne voyez plus ça. C'est un investissement au quotidien, il faut responsabiliser. La drogue tue, la drogue provoque des troubles psychiatriques, la drogue pas chez tous les consommateurs, mais la drogue est une addiction et la drogue peut tuer aussi avec des déracinements, avec de l'absentéisme, avec tous ces phénomènes-là. Et oui, il faut faire davantage de communication, davantage de prévention à la base. Monsieur Rizzoli, ça qui se demande, ne faudrait-il pas revoir les lois sur les mineurs puisque des adolescents de plus en plus jeunes sont utilisés pour des actes de plus en plus violents? Est-ce qu'il faudrait revoir la fameuse excuse de minorité, en quelque sorte. La fameuse excuse de minorité dont les têtes de réseau utilisent dans tout crime et délit. Oui, ça serait à revoir, oui, ça serait à remettre à plat ce système-là, mais il n'y a pas de système parfait. C'est une dernière question si rapidement. Béatrice qui nous demande, j'entends parler du déploiement de la CRS 82, mais de quoi s'agit-il exactement? C'est une compagnie. Alors c'est pour vous, monsieur. Ça a été créé quand? Les compagnies républicaines de sécurité ont été créées sous Gérald Darmanin. La première a été la CRS 8. C'est entre guillemets, des CRS qui sont envoyés pour établir l'ordre de façon urgente dans des temps donnés très courts pour intervenir. Ils ont été déployés notamment Outre-mer ou France quand vous avez des opérations XXL ou des événements comme il s'est passé ce week-end en Bretagne. Et ça a fait ses preuves? Ça a fait ses preuves. C'est du personnel police qui arrive en nombre, puisque aussi manque de personnel dans certaines villes. Ça permet de calmer, de figer des situations, le temps aux investigations d'être menées et essayer d'apaiser des situations et des quartiers. Christophe Miette, merci.